Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et bienvenue à ce Museum Talk. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Jonas et j'organise ces Museum Talks. Et comme vous le savez sans doute, normalement on aurait dû être au musée, mais voilà, les circonstances sont ce qu'elles sont et on s'était dit qu'il valait mieux organiser ce Museum Talk en ligne sous forme de webinar, donc pour éviter un maximum de contact physique tout simplement. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce système, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Mais s'il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à le dire dans l'onglet chat et on essaiera de régler ça pour les prochaines fois. Sans plus tarder, je vous présente Priscilla Kassongo-Diozo qui nous a rejoint, je vois, et donc qui a défendu sa thèse tout récemment à l'Université catholique de Louvain. Et aujourd'hui, elle va nous présenter les résultats de ses recherches sur l'identité belgo-congolaise, donc identité, langue et culture chez les jeunes de la deuxième génération de migration congolaise en Belgique. Et j'ai encore juste deux petites informations pour le déroulement pratique du webinaire. Donc, le webinaire est enregistré. Donc, si vous devez nous quitter en cours de route, pas de souci, vous pouvez toujours le revisionner sur notre site web par après. Et si vous avez des questions, vous pouvez à n'importe quel moment poser vos questions, mais s'il vous plaît, faites-le dans l'onglet questions. Donc, si vous regardez à droite, il y a deux onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Voilà, posez vos questions dans l'onglet questions et on les posera ensuite après l'exposé. Voilà, Priscilla, je te laisse la parole et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Jonas et merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui va porter sur mes résultats de recherche. Alors la recherche que j'ai menée, donc comme Jonas l'a déjà dit, portait sur l'identité belgo-congolaise. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter, surtout, je vais axer vraiment ma présentation sur les résultats de cette recherche. Pour présenter aujourd'hui, j'ai prévu un... Alors, je vais juste... Un tout petit instant. Voilà. Pour présenter aujourd'hui, j'ai prévu une présentation en 7 points. Dans un premier temps, je ne vais pas vraiment vous embêter avec des détails conceptuels et théoriques, mais je vais quand même présenter les fondements, quelques concepts et quelques théories de base de l'étude. Ensuite, je parlerai de l'immigration congolaise en Belgique, d'un point de vue historique, mais aussi statistique et démographique. Ensuite, je parlerai plus spécifiquement des jeunes qui sont issus de l'immigration, des jeunes de deuxième génération, et spécifiquement congolaises en Belgique. Le quatrième point présentera les principaux résultats de mon terrain de recherche. Ensuite, je présenterai les profils, qui sont l'analyse, en fait, l'analyse des données de terrain. L'analyse générale, quant à elle, sera en fait l'expression de ma thèse, tout simplement la thèse que j'ai réellement proposée dans mon travail. Et je conclurai avec quelques perspectives pour la suite. Alors, la recherche, comme vous l'avez entendu tantôt, elle a été réalisée à l'Université catholique de Louvain dans le cadre de l'Institut Langage et Communication entre 2014 et 2020. Donc, effectivement, j'ai soutenu ma thèse il y a 2 mois, en août. La préoccupation de base de l'étude, c'était d'étudier l'identité des jeunes de deuxième génération de migration congolaise en Belgique. L'idée était forcément, ils devaient passer entre des milieux communautaires et familiaux et le milieu congolais et le milieu social belge en permanence. Et donc, il y avait à ce niveau-là quelque chose au point de vue identitaire qui était assez intéressant à aller chercher de ce point de vue-là. Pour étudier la construction identitaire, j'ai choisi d'entrer par la porte de la langue, des pratiques langagères, qui devaient me permettre, par l'analyse de la langue, d'atteindre les stratégies identitaires. Et dans ce cadre, puisqu'effectivement, il y a un passage entre le communautaire et le social, je me suis dit qu'il y avait forcément des compétences interculturelles qui étaient développées dans ce cadre. Donc, en bref, l'objectif de la recherche était de faire le lien entre les stratégies identitaires, les pratiques langagères et les compétences interculturelles chez les jeunes de la deuxième génération de migration congolaise en Belgique. Alors peut-être à l'évocation de la question de recherche, vous vous rendez bien compte qu'il y a 4 concepts de base dans l'étude, qui sont l'identité, la langue, la culture et la migration.
Pour l'identité, je suis allée chercher au niveau théorique, au niveau du constructivisme identitaire. Pour la langue, je me suis intéressée à la sociolinguistique variationniste. Pour ce qui est de la culture, je me suis ancrée dans la communication interculturelle qui est le domaine de base de l'ensemble de l'étude. Et pour la migration, je suis allée me ressourcer auprès d'un certain nombre de théories migratoires. Comme je l'ai dit, je ne vais pas aller en profondeur sur les concepts et les théories, mais si vous avez une question à la suite de l'exposé, j'y répondrai bien volontiers. Et enfin, au niveau de la méthodologie, il faut dire que c'est une méthodologie qui a été qualitative. J'ai procédé essentiellement par entretien auprès de 15 informateurs, 15 personnes que j'ai interrogées par des entretiens. Les entretiens se sont déroulés de 2015 à 2016 et étaient principalement orientés sur la ville de Bruxelles. Donc, il fallait que les personnes habitent Bruxelles pour des raisons, que les personnes plutôt fréquentent la ville de Bruxelles pour des raisons de résidence, d'études ou des raisons professionnelles. Alors, l'immigration congolaise en Belgique. On va un peu en discuter en commençant déjà par un point historique. On se rappellera que l'immigration congolaise en Belgique, elle commence avec la colonisation. Donc, durant la colonisation, on a des colons qui viennent en Belgique avec leurs travailleurs, enfin leurs domestiques congolais. Quelquefois, il y a aussi des missionnaires qui arrivent avec des enfants pour la scolarisation ou pour le tutorat. Donc, il y a des familles, il y a des missionnaires qui arrivent avec des Congolais. Il y a donc une arrivée congolaise en Belgique durant la période coloniale, mais il y a très peu de personnes. Au final, ce n'est pas un flux très important. Les flux vont commencer à s'intensifier dans les années 70, après l'indépendance congolaise, dans le cadre de séjours estudiantins. Donc, c'est vraiment de la formation, des accords qui sont signés entre le Congo, plus tard le Zaïre et la Belgique, des accords de formation, pour des formations. Vous avez des formations généralement universitaires ou de perfectionnement professionnel ou encore militaire. Donc, on a ces séjours estudiantins qui vont accentuer ce flux congolais en Belgique, jusque dans les années 80-90, où les relations belgo-zaïroises, puisque à ce moment-là, c'était le Zaïre, vont se complexifier, on va dire ça comme ça. Ça va à la fois précariser les séjours étudiants et à la fois la précarisation des séjours étudiants, et engendrer une immigration congolaise en Belgique qui sera essentiellement d'asile. Donc, on passe vraiment d'une immigration estudiantine à une migration d'asile. À partir des années 2000, les flux vont légèrement s'autonomiser, en fait, des relations belgo-congolaises. Premièrement, parce qu'il y a dans la population belge une plus grande proportion de personnes issues du Congo, tout simplement. Et ensuite, donc il y a beaucoup plus de naturalisation. Mais qu'à partir des années 2000, les flux à partir du Congo vont aller dans beaucoup plus de directions. Ce ne sera pas uniquement la Belgique. C'est vrai que la Belgique reste une destination privilégiée, mais il y a d'autres destinations, le Royaume-Uni, le Canada, etc. Mais comme vous le voyez dans le tableau statistique au bas de la diapositive, l'évolution de la migration congolaise en Belgique, elle est vraiment constante. Au niveau des caractéristiques de la communauté congolaise de Belgique de la communauté congolaise ici en Belgique, elle est clairement dans une logique d'installation. Depuis les années 70, les familles se rendent bien compte que voilà, on est venu, on n'a pas pu repartir, on va devoir rester. Donc, on est dans une logique d'installation plus pérenne, n'est-ce pas, sur le territoire d'arrivée. Deuxièmement, c'est une communauté où il y a de plus en plus de femmes et de personnes âgées. Lorsque la population d'origine congolaise la population congolaise arrive en Belgique, elle va d'abord choisir des grands centres urbains et puis par la suite, dans le parcours migratoire, elle va aller plus dans les périphéries, on verra ça tantôt. Par contre, les ménages sont souvent fragiles puisque monoparentaux en général, enfin très régulièrement en tout cas. L'insertion socio-professionnelle, elle est assez faible, peu satisfaisante pour les personnes d'origine, la population congolaise en Belgique, ce qui va contraster avec des migrants avec un niveau d'instruction particulièrement important. Et au niveau de l'insertion socioculturelle, elle va vraiment passer par l'associatif, par les associations en fait. Ici, vous voyez bien, c'est les migrants de première génération. Et
je voulais discuter un tout petit peu justement de ces jeunes de deuxième génération qui ont constitué ma population en fait, d'études principales. Alors, Altaï Manso, qui réalise quand même pas mal d'études sur le sujet en Belgique, m'a prêté la définition, nous donne en tout cas c'est la définition suivante. Ce sont des jeunes, des enfants d'immigrés, c'est-à-dire des personnes nées dans un autre pays que celui de leurs parents ou qui sont arrivés dans le pays d'immigration de leurs parents à un âge très, très jeune, c'est-à-dire avant la scolarisation obligatoire. À savoir que depuis septembre dernier, la scolarisation obligatoire en Belgique est passée à 5 ans. Donc, quelques éléments viennent nous aider à comprendre ce concept de deuxième génération. Premièrement, la génération familiale. On peut compter les générations de migration à travers d'autres éléments que la famille, que la place dans la lignée familiale. Mais ici, par exemple, on peut compter les vagues migratoires, par exemple, en fonction de l'histoire. Imaginons, pour la migration congolaise, on pourrait très bien dire qu'une première vague ou une première génération est arrivée dans les années 70, dans sa forme estudiantine, et que la forme d'asile est déjà une deuxième génération. Ça pourrait très bien être compté comme ça. Mais dans ce cas-ci, ce qui permet de compter les générations de migration, c'est la génération familiale. Les parents qui arrivent dans le pays d'accueil sont de la première génération et les jeunes qui naissent dans le pays d'accueil ou qui arrivent tôt, très tôt, sont de la deuxième génération. La deuxième chose, c'est l'espace de la migration. Autant les parents réalisent un déplacement géographique et physique d'un lieu d'origine vers le pays d'immigration, le pays d'accueil, autant les jeunes réalisent un déplacement qui est davantage symbolique entre les milieux familiaux et communautaires d'une part et le milieu social d'autre part. Donc on a toujours un déplacement, mais pas tout à fait du même type, tout simplement. Enfin, ce qui rend ce déplacement ou ces espaces aussi importants dans la définition de la deuxième génération, c'est la socialisation primaire. Les parents ont été socialisés dans leur pays d'origine et quand ils arrivent en Belgique, bon, ils vont avoir une seconde socialisation, mais la socialisation primaire est déjà réalisée, on suppose qu'ils sont adultes quand ils arrivent, tandis que les jeunes, eux, puisqu'ils sont nés dans le pays d'immigration, c'est là qu'ils ont leur socialisation primaire et c'est justement pour ça que l'élément avant l'âge de la scolarisation obligatoire est si important, puisqu'il détermine le moment de la socialisation, il assure la socialisation primaire de l'individu qui va aussi permettre, ou dans tous les cas encourager un certain attachement à l'environnement et à la culture en fait, du pays. Une chose qu'il faut quand même noter, c'est que l'étude de la deuxième génération, de manière générale et congolaise aussi, est rendue quand même toutefois difficile en Belgique, puisqu'en Belgique, les chiffres officiels ne mentionnent pas l'origine ethnique, parce que ces jeunes de deuxième génération, ils sont belges. Et donc, ils se retrouvent dans les chiffres de la population belge, mais comme l'origine ethnique n'est pas mentionnée, c'est difficile de les comptabiliser, et même de les aborder, puisqu'il faut à chaque fois poser la question pour chaque informateur. Donc, j'ai fini le point pour tout ce qui concernait la théorie, et je vais commencer à vous présenter mes résultats de terrain. Ici, j'en ai choisi 4, c'est les 4 que j'estime être les plus importants, les résultats principaux, qui sont donc sociodémographiques, langagiers, identitaires, et les résultats concernant le racisme. Alors, au niveau des données sociodémographiques, il faut retenir que mes informateurs étaient trentenaires, généralement célibataires et sans enfants, avec un niveau d'études moyen plutôt universitaire et qui travaillent souvent dans le milieu biomédical. Alors ça, c'est un résumé des facteurs généraux. Et en guise d'analyse générale pour l'ensemble des facteurs, j'avais retenu 3 choses. Premièrement, les femmes, qu'elles soient de première ou de deuxième génération, ont un avantage dans la migration par rapport aux hommes, puisqu'elles bénéficient d'une insertion socio-professionnelle plus avantageuse. Elles ont accès elles trouvent plus facilement du travail de type et de niveau variés. Et au niveau socioculturel aussi, puisqu'elles se retrouvent plus facilement en couple ou en ménage par rapport aux hommes. Au niveau des études et de l'emploi, on constate que j'ai pu constater que des parents aux enfants et des aînés aux plus jeunes de la fratrie, on avait une évolution qui était assez positive, puisqu'on avait de plus en plus de niveaux et de types d'études et d'emplois divers et variés.
Au niveau de la mobilité migratoire, je disais tantôt que les migrants congolais se fixent autour des grands centres urbains. Pour Bruxelles, qui est la ville que j'ai étudiée en priorité, en tout cas qui est la ville que j'ai étudiée, effectivement, on constate que les parents sont arrivés à Bruxelles, puis au fur et à mesure du parcours migratoire, se sont orientés vers la périphérie, surtout la périphérie flamande, et que les jeunes, par contre, de deuxième génération, donc, vont revenir se cristalliser autour de Bruxelles pour des raisons professionnelles, d'études, etc. Au niveau des langues, j'en ai répertorié 17, donc on voit qu'il y a vraiment un plurilinguisme assez évident chez mes informateurs. Mais de ces 17 langues, 4 étaient prédominantes. Je les cite par ordre d'importance, le français, le lingala, l'anglais et le néerlandais. Le français, c'était la langue de tous les jours qu'on peut retrouver dans tous les espaces de la vie, sociaux, culturels, communautaires, amicaux, familiaux, mais vraiment dans tout, c'est vraiment la langue quotidienne, le français. Le lingala, c'est surtout la langue symbolique qui est très importante pour l'identification, mais qui est bien mieux maîtrisée, vraiment bien moins plutôt maîtrisée que le français. L'anglais et le néerlandais vont être des langues surtout scolaires, d'apprentissage et de pratique scolaire. L'anglais va permettre d'ouvrir au monde de manière générale, et le néerlandais va jouer 2 rôles. Soit il peut faire office de facteur d'intégration dans la société belge par l'insertion socio-professionnelle qu'il va permettre, soit il peut faire aussi office d'éléments de facteurs d'exclusion, cette fois dans la communauté congolaise. Après avoir étudié les langues, j'ai rassemblé l'ensemble des données dans 3 types de catégories, en fonction qu'on s'orientait vers ou contre des éléments culturels congolais, vers ou contre des éléments multiculturels ou vers ou contre des éléments culturels belges. J'ai pu donc identifier 3 orientations, ce que j'ai appelé en tout cas des orientations identitaires, des espèces de bunch de catégories. La première orientation est donc congolaise, je les cite encore une fois par ordre d'importance, la deuxième multiculturelle et la troisième belge. L'orientation congolaise générait des problématiques communautaires et sociales. Les problématiques communautaires sont celles de la communauté congolaise de Belgique en interne, et les sociales sont celles de la communauté congolaise de Belgique dans son rapport avec son environnement social belge ou d'autres cultures. La force de l'orientation congolaise, c'était sa dimension symbolique identitaire, comme je l'ai déjà mentionné, et sa faiblesse, c'était qu'elle était fortement marquée négativement. Donc, elle était certes fortement marquée positivement, mais négativement aussi, ce qui la rendait un peu plus faible, on va dire, par rapport aux autres. Deuxièmement, l'orientation identitaire multiculturelle qui, elle, mettait en avant des problématiques ou des multiculturalités, on va dire, belgo-congolaises, et une autre plus internationale, plus globale, liée au fait d'être citoyen du monde, par exemple. La force de cette orientation multiculturelle identitaire, c'était qu'elle était très marquée positivement, très peu marquée négativement, mais ça, pour moi, ça voulait dire qu'il y avait déjà une question symbolique qui n'était pas assez marquée, une forme de neutralité symbolique, surtout dans le volet international. Enfin, l'orientation identitaire était effectivement la marque positivement et négativement, mais avait un potentiel multiculturel très important puisqu'elle convoquait de toute évidence plusieurs autres cultures. Ensuite, si elle était, comme je l'ai dit, si elle était peu marquée positivement, elle était quand même peu marquée négativement, et ça, par rapport aux 2 autres, c'était une force. Une autre de ses forces, c'était les éléments pragmatiques qu'elle mettait en avant et qui lui donnaient la préférence par rapport aux 2 autres, mais encore une fois, une faiblesse d'identification symbolique assez importante. Au niveau du racisme, pour faire mon analyse des éléments concernant le racisme, je les ai développés en deux temps de la vie, soit l'enfance, soit l'âge adulte. Durant l'enfance plutôt, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la préparation était quasi inexistante. Les parents parlaient très peu du racisme, ce qui faisait que les enfants n'avaient pas réellement l'impression de le vivre puisqu'ils ne savaient pas mettre de mots dessus. Et les réactions pouvaient être donc soit absentes, soit très violentes quand il y avait vraiment de l'incompréhension. À l'âge adulte, par contre, on voit des parents qui reviennent dans ce rôle de préparation par rapport
aux expériences de racisme et de discrimination, surtout par rapport au milieu professionnel. L'appréhension des jeunes est donc positive, même si quelquefois ils le liaient à d'autres personnes qu'à eux-mêmes, donc ce n'était pas tout à fait leur expérience personnelle, mais celle des autres. Et les réactions, cette fois, étaient plus positives, bien que quand même assez passives, et quelquefois quand même encore négatives. De toutes ces données, j'ai fait des profils. Des profils qui pouvaient être soit orientés vers le Congo, et donc je les appelais convergents, soit orientés vers la Belgique, et divergents plutôt, pour le Congo, convergents lorsqu'ils étaient orientés vers la Belgique. Lorsqu'ils étaient multiculturels, donc belgo-congolais, ils pouvaient également être divergents congolais ou convergents belges, mais ils pouvaient aussi être simplement multiculturels, axés vraiment vers l'entre-deux. Et donc, dans ces profils, il y avait, on pouvait retrouver des données sociodémographiques, des données sur la construction identitaire, sur la pratique langagère et des compétences interculturelles qui, à ce niveau, vont commencer à apparaître. Donc, je vais vous les présenter un à un. Alors, premièrement, les profils radicaux. Les profils radicaux sont des profils très masculins. On retrouve beaucoup d'hommes dans ces profils-là. Et ce sont des profils qui sont orientés vers l'adhésion au groupe. Vraiment, c'est le groupe qui est très important à ce niveau-ci. Lorsqu'il est orienté vers le Congo, donc le profil radical divergent, dans la population des personnes que j'ai pu interroger, c'était le deuxième profil prédominant. Donc, il a quand même une certaine importance. Ici, les hommes sont âgés, environ la quarantaine. Ils mettent donc en avant au niveau identitaire l'adhésion au groupe, le fait d'être congolais, l'appartenance au groupe congolais. Pour manifester cette appartenance, ils passent par des pratiques langagères qui mettent en avant les langues d'origine, donc les langues congolaises, principalement le lingala, mais pas que. Il peut y avoir aussi d'autres langues en lien avec le groupe ethno-tribal auquel ils appartiennent. La faiblesse de ce profil, finalement, c'est sa dimension conflictuelle assez importante, puisque c'est vraiment une construction où on a le nous contre le vous, le nous congolais contre le vous. Alors le vous, il est généralement belge, certes, mais il peut aussi être de tous les autres groupes qui ne sont pas congolais. Donc, on a une dimension conflictuelle qui peut être très importante. Et les compétences qui sont développées ici sont des compétences d'endogroupe, vraiment d'appartenance et d'adhésion au groupe. Le profil belge convergent, c'est-à-dire le profil radical convergent, lui, parmi les jeunes que j'ai interrogés, était vraiment une tendance identitaire. Il n'apparaît pas comme une disposition identitaire principale chez les personnes que j'ai interrogées. On trouve des hommes, cette fois plus jeunes, donc fin de la vingtaine, début de la trentaine. Ils sont très orientés vers l'insertion dans le milieu belge. Pour ce faire, ils mobilisent des langues belges, donc le français et le néerlandais, pour des fonctions très pragmatiques et très utilitaires de communication ou d'insertion socio-professionnelle. Et la faiblesse de ce profil, par contre, ça va être la distanciation communautaire. Ils peuvent avoir tendance à se mettre tellement loin de leur communauté qu'on a presque l'impression qu'ils n'en font simplement plus partie ou pas du tout. Et pour les compétences développées, ça va être des compétences d'endogroupe, d'adhésion, de sympathie, de compréhension à tout ce qui est a priori identifié comme extérieur à soi. Les profils belgo-congolais vont dans une autre logique. On déplace la préoccupation groupale vers une préoccupation beaucoup plus de réalisation personnelle. Donc, le développement personnel est ici très important, avec des pratiques qui vont être très hétérogènes. On va aller chercher dans tous les registres culturels possibles. Le premier profil, donc le profil belgo-congolais divergent, orienté vers le Congo, était le profil prédominant chez les personnes que j'ai pu interroger. On trouve énormément de femmes, des femmes qui se différencient effectivement en disant voilà, je suis effectivement d'origine congolaise et mes origines congolaises, elles comptent, mais elles ne comptent pas tant pour adhérer au groupe de la communauté congolaise de Belgique ou des Congolais, elles comptent cette différenciation pour une réalisation de soi. Ici, la langue va être utilisée dans ce sens aussi. On aura ce que j'ai appelé moi un composite franco-lingala, c'est le fait de faire une phrase en français en mettant des mots de lingala qui viennent ici accentuer la fonction d'identification et la fonction symbolique. Comme le profil divergent radical, le profil divergent multiculturel a aussi la faiblesse de la conflictualité, mais cette fois, ce n'est pas la conflictualité du nous par rapport à vous, mais plutôt la conflictualité
dans l'interne même de l'identité entre le pôle belge et congolais lorsqu'on a difficulté à faire le lien entre les deux. On peut arriver à une fission identitaire qui ressemble un peu à une espèce de double personnalité, se comporter vraiment de manière totalement différente selon les contextes. Les compétences qui sont développées sont des compétences d'adaptation, puisqu'on est dans des profils multiculturels, mais d'adaptation ontologique. On s'adapte par rapport à son identification, en mettant en avant le fait d'être soi. Le profil belgo-congolais convergent, lui, était celui qui réunissait au final tous les convergents de mon étude. Ils se retrouvaient en fait plus multiculturels que radicaux. Ici, encore une fois, le besoin d'intégration est très important, mais il va convoquer les imaginaires congolais apportés en migration. Pour ce faire, les informateurs qui sont dans cette disposition identitaire mobilisaient toujours le français et le néerlandais, mais cette fois en faisant appel aux origines congolaises et à l'expérience migratoire, ce qui n'en fait plus des éléments uniquement belges, mais bien multiculturels belgo-congolais, avec aussi toute une série de composites et d'associations langagères. Les compétences sont encore une fois d'adaptation, mais cette fois pragmatiques, avec vraiment le besoin d'insertion dans l'environnement ambiant qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus prédominant, on va dire. Enfin, le profil belgo-congolais multiculturel, lui, était marqué par une représentativité quand même assez faible. Il n'y a pas beaucoup de personnes que j'ai interrogées qui étaient dans cette disposition-là, donc je l'ai considéré comme étant un idéal type. Il mobilise, comme j'en ai déjà parlé, les multiculturalités locales, belgo-congolaises et internationales, et beaucoup de composites et d'associations langagères. Donc ici, on va mélanger le français avec du néerlandais, de l'anglais, de l'espagnol, du lingala, de l'arabe, tout ce qui peut être à portée de main, et donc un plurilinguisme qui est très important. De même, au niveau des compétences, on a des compétences très diverses, d'abord spécifiques, c'est-à-dire en lien avec le Congo et avec la Belgique, donc le développement de compétences en lien avec ces cultures-là, les cultures de base, des compétences plus générales, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer réellement d'une culture à une autre, et des compétences d'adaptation partielle, puisque le résultat était vraiment beaucoup plus multiculturel qu'interculturel, mais ça, je vais y revenir dans un petit instant. Donc, de tout ça, ma contribution à moi, donc ce que j'ai réellement mis en place, c'est ce schéma de construction interculturelle belgo-congolaise. Dans ce schéma, ce que je dis, c'est que, premièrement, la modalité principale de construction identitaire de mes informateurs, elle est belgo-congolaise. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est bien celle-là. Elle est vraiment belgo-congolaise. Elle peut être orientée vers le Congo, donc elle est divergente, vers la Belgique, elle est convergente, ou vers la multiculturalité. Lorsqu'elle est divergente ou convergente, elle est susceptible de développer des dispositions identitaires radicales. Lorsqu'elle est multiculturelle, elle va d'abord développer une multiculturalité locale belgo-congolaise, et seulement si celle-ci est correctement développée, alors elle pourra donner accès à une multiculturalité plus internationale. Ce qu'il faut noter, c'est que ces profils peuvent être soit des dispositions prédominantes chez la personne, soit des dispositions beaucoup plus contextuelles. Au niveau de la langue, elle joue vraiment un rôle d'adaptation, dans l'adaptation. Lorsque la disposition identitaire est divergente ou convergente, l'adaptation est hiérarchique. Et dans les dispositions radicales, encore une fois divergentes et convergentes, la langue joue un rôle aussi discriminatoire assez important. Un autre élément qui est assez important, c'est de dire, comme je disais tantôt, qu'il y a de l'interculturalité dans cette construction générale belgo-congolaise, mais uniquement dans le processus. Lorsqu'ils se construisent au quotidien, ces jeunes de deuxième génération, avec cette disposition belgo-congolaise, ils essayent effectivement de faire le lien entre la culture belge et la culture congolaise. Par contre, dans ce qu'ils arrivent à construire au final, ce n'est jamais vraiment une espèce de conversation culturelle, mais beaucoup plus une superposition, une juxtaposition des deux cultures, souvent très contextuelle. Et donc, on a un processus qui est interculturel, certes, mais un résultat qui est vraiment multiculturel, un résultat identitaire qui est multiculturel. Enfin, pour ce qui est du racisme, ce que j'ai pu voir, constater en définitive, c'est que dans les familles qui ont une construction plutôt divergente, c'est-à-dire orientée vers le Congo, la préparation au racisme, l'appréhension du racisme et les réactions aux expériences de racisme et de discrimination seront positives, généralement positives.
Dans les familles qui ont une construction beaucoup plus convergente, la préparation, l'appréhension et les réactions au racisme vont plutôt être négatives. Pour finir, je voulais vraiment mettre en avant la dimension, le concept des interstices, de l'entre-deux. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'identité, on a tendance à choisir un pôle ou un autre et à se fixer autour de ce pôle. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans la rencontre interculturelle qui ressort de l'expérience migratoire, il y a beaucoup plus de l'entre-deux que des choix très radicaux. Et c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant. Un entre-deux qui n'est pas seulement au niveau des concepts que j'ai étudiés, c'est-à-dire au niveau de l'identité, de la langue ou de la migration, de la culture ou de la migration, mais aussi un entre-deux qui se retrouve dans les méthodes que personnellement je propose comme mixtes, puisque ce sont entre le quantitatif et le qualitatif, on trouve aussi énormément de richesse. Donc, de mon point de vue, ce serait vraiment, les interstices seraient vraiment le point de conclusion. Mais pour ne pas s'arrêter là, j'ai quand même proposé quelque chose. Parce qu'on voit bien cette construction belgo-congolaise qui n'est pas interculturelle. Et pour aller jusqu'à ce niveau-là, elle est encore multiculturelle à l'heure actuelle. Pour qu'elle se développe effectivement comme quelque chose d'interculturel, j'ai proposé une espèce de schéma de développement d'une identité interculturelle. Premièrement, l'identification, c'est-à-dire la connaissance de soi, puisqu'il me semble qu'on ne peut pas aller vers l'autre quand on ne se connaît pas. Deuxièmement, la différenciation, c'est-à-dire lorsqu'on a bien identifié ego, il est logique de faire la différence entre ego et alter, puisque sinon il n'y a pas ego et il n'y a pas alter. Et troisièmement, la non-conflictualité. Lorsque ego et alter peuvent, avec leur identité et leurs différences, se mettre ensemble, mettre sur la table, poser sur la table une série de problématiques sans le rendre forcément conflictuel, sans rentrer dans des contradictions bloquantes, en fait. Et ce schéma-là, je propose à la fin de mon travail qu'il soit appliqué au niveau des individus, déjà au niveau vraiment du développement personnel de l'individu, au niveau des familles et de la communauté congolaise de manière générale, surtout au niveau associatif, pour apprendre ce qui est pour moi très important ici, l'histoire de l'immigration congolaise en Belgique. L'histoire du Congo, c'est bien, l'histoire de la Belgique, c'est bien aussi, l'histoire de la colonisation, c'est fondamental, mais l'histoire de la migration, elle est peu dite, elle est peu racontée, et ce que je proposais à ce niveau-là, c'est qu'elle soit davantage dite. Et un dernier point, c'est au niveau des institutions, donc au niveau de la Belgique, dans le programme scolaire, sur la colonisation et encore une fois sur l'histoire migratoire. Et au niveau du Congo, pour la gestion de la diaspora, et au niveau plus universitaire, plus scientifique, comme je l'ai dit tantôt, pour aller vers des méthodologies plus mixtes et la prise en compte vraiment de l'expérience migratoire plurielle et souple des populations issues de l'immigration, notamment subsaharienne, en Europe de manière générale et en Belgique. Et en espérant qu'avec tous ces éléments-là, on pourra un jour arriver à une identité belgo-congolaise interculturelle. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Priscilla, pour ton exposé très intéressant et très clair. Je vais tout de suite passer aux questions parce qu'il y a quelques questions. Alors, je vais lire la première. Comment est-ce que vous savez que 15 participants sont suffisants pour tirer des conclusions pour la globalité de la deuxième génération congolaise en Belgique? D'accord. Alors, certes, l'échantillon n'est absolument pas représentatif, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il ne se voulait pas représentatif. J'ai fait une recherche qui est qualitative. Dans le qualitatif, nous n'avons pas, qui est principalement qualitative en tout cas. J'ai utilisé du quantitatif quand j'estimais que c'était nécessaire, mais la recherche est qualitative. Dans le qualitatif, nous n'avons pas d'exigence de représentativité de l'échantillon, de représentativité statistique. Maintenant, le travail se voulait aussi pour dire une histoire qui n'est pas suffisamment dite. Si il y a des chercheurs qui plus tard prennent ma recherche pour en faire une étude quantitative de grande ampleur, j'ose espérer que mes résultats pourront leur permettre d'aller vers quelque chose davantage plus représentatif. Mais là, c'était vraiment
un début d'une réflexion qui, à mon sens, n'était pas suffisamment faite avant. Alors, est-ce que mes conclusions peuvent être élargies à l'ensemble de la deuxième génération? Probablement pas, mais très certainement, elles ouvrent la discussion, une discussion qui, donc je le répète, n'était certainement pas suffisamment mise sur la table au moment où j'ai commencé mes recherches. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je passe à une deuxième question. Donc, vos interviews ont eu lieu en 2015-2016. Depuis, il y a eu plus de radicalisation, des débats sur le passé colonial et les actions Black Lives Matter. Pensez-vous que ces développements ont une influence sur les résultats de votre recherche? Très certainement. Très certainement, parce que je pense qu'il faudrait reposer la question à peu près différemment. Pour exemple, je me rappelle qu'il y avait dans mon questionnaire, il y avait une question qui disait est-ce que vous vous sentez migrant? Est-ce que vous pensez que la migration a à voir avec vous simplement? Et très souvent, quand je leur disais quand vous pensez migration, vous pensez à quoi? Ils me disaient les migrants syriens, parce qu'effectivement, 2015-2016, c'était le grand sujet, le sujet migratoire du moment, c'était les migrants syriens. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, si on repose la question, je pense qu'on voit les choses différemment. Il y a eu George Floyd, il y a eu Adama Traoré, et encore toute une série de choses qui, certainement, repositionnent ces questions de manière très différente. Pas tant parce que le Black Lives Matter existait déjà à l'époque, mais parce qu'il a été beaucoup plus reçu, de plus en plus reçu et oui, reçu au niveau des personnes d'origine migrante, surtout subsaharienne, en Belgique et en Europe de manière générale. Donc, oui, je pense que ça changerait effectivement les choses de reposer la question aujourd'hui. Et je suis sûre qu'il y a aussi beaucoup plus de problématiques qui apparaîtraient si on refaisait l'étude. Ok. Encore une question. Alors, je n'ai pas bien compris le fait qu'un enfant né d'un couple congolais en Belgique a automatiquement, de par loi, l'identité belge. Je croyais que la loi du sang en Belgique prime. Pourriez-vous développer ceci? Merci. Oui, alors peut-être faire une différence entre nationalité et identité, c'est vraiment très différent. Effectivement, pour la nationalité, il me semble aussi qu'il n'y a pas, c'est pas automatique au niveau de la nationalité, mais au niveau de l'identité, c'est tout à fait différent. Je pense pas que ce soit une question de loi que d'acquérir une nationalité. Acquérir une nationalité, c'est être en lien avec une identité plutôt, c'est être en lien avec des éléments socioculturels. Vous pouvez rester même sans papier pendant 20 ans dans un pays. Si vous comprenez la façon de fonctionner de ce pays, vous comprenez les mentalités, vous comprenez la culture, les valeurs tout simplement de l'environnement dans lequel vous êtes, cette identité-là, vous l'avez. Vous l'avez, même s'il n'y a pas de papier pour acter que vous avez la nationalité de ce pays. Donc, je pense que c'est peut-être aussi une différence à faire, mais sur le point de la socialisation primaire, parce qu'il s'agit vraiment de ça, lorsqu'on est né dans un environnement et qu'on y reste au moins 5-10 ans, je pense que la définition de Manceau le suggère, qu'effectivement, on acquiert toute une série de choses qui nous font capter cette identité et qui nous la font agréger à notre identité personnelle. Ok. Prochaine question. Est-ce que la plupart de la population d'origine congolaise habite toujours à Bruxelles ou dans les communes environnantes? Et est-ce que l'émigration congolaise actuelle est toujours orientée pour la plupart vers les pays, y compris les pays africains, de langue officielle française? Alors, j'ai compris la première question, mais pas la deuxième partie de la question. Est-ce que l'émigration congolaise actuelle est toujours orientée vers les pays dont la langue officielle est le français, y compris les pays africains? Alors déjà, je dois noter que je n'ai pas fait d'études statistiques ou démographiques, donc j'ai récupéré des données statistiques et démographiques pour pouvoir soutenir mon propos, mais je n'ai pas des éléments aussi pointus. Mais je vais quand même tenter de répondre. Donc, excuse-moi, Jonas, il faudrait que tu me répètes la toute première question. Oui. Est-ce que la plupart de la population d'origine congolaise habite toujours à Bruxelles ou dans les communes environnantes? Bruxelles, il me semble que Bruxelles reste un point de chute assez important.
c'est quand même la capitale. Il me semble que ça reste un point de chute assez important. Maintenant, ce que j'ai constaté et qui a vraiment attiré mon attention, c'est simplement le parcours migratoire fait que les personnes sortent de plus en plus de Bruxelles pour aller disons, se fixer sur la périphérie et surtout la périphérie flamande. C'est vraiment ça qui a vraiment attiré mon attention. C'est le fait qu'il y avait un déplacement et que ce déplacement, apparemment, ne va pas vers la zone francophone, mais bien vers la zone néerlandophone. Donc, il y a déjà quelque chose qui se passe par là. Alors, le fait que les migrations congolaises ou subsahariennes, enfin, francophones, aillent vers des pays francophones, il me semble que c'est quelque chose d'assez logique, mais il me semble aussi, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai étudié, mais bon, pour avoir eu un contact avec ces données-là, il me semble que les logiques ne sont plus des logiques langagères. S'il faut arriver dans un pays dont on ne connaît pas la langue et apprendre la langue, les gens se donnent le mal de le faire. Donc, la langue, à mon avis, n'est absolument plus un rempart ou un déterminant vraiment dans le choix de migration. Ça devient juste un élément qu'il va falloir gérer à un moment ou à un autre. Une personne peut partir d'un pays francophone et dire bah, je vais en Italie, bah, tant pis, j'apprendrai l'italien et puis voilà. Puisque lorsqu'il la nécessité est de partir, la langue n'est plus qu'un facteur. La langue n'est même pas n'est ni un déterminant pour la décision, ni un obstacle. C'est juste un élément qu'on va devoir gérer dans le parcours migratoire. Donc, je pense pas que la langue soit si déterminante. Ok. Il y a encore quelques questions. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'orientation radicale dans les deux cas, convergente, divergente, et comment s'exprime cette radicalisation? Ok. Alors, je vais peut-être, ça c'est intéressant comme question, je vais présenter un peu des cas qui me viennent à l'esprit. Donc, les divergents radicaux, je vous ai dit que c'était des hommes, souvent des hommes d'âge âgé, hein, enfin âgé, dans la quarantaine, c'est pas très âgé, mais bon voilà, dans la quarantaine. Le divergent, par exemple, peut vous dire, et ça m'a beaucoup frappé, il dit moi je suis congolais. Je dis mais tu es belge, je suis de nationalité belge. Il dit oui, je suis belge, mais bon, la Belgique ce n'est qu'un endroit. Il dit ce n'est qu'un endroit. Ça aurait pu être la Russie, la Tchétchénie, ou peu importe. Ce n'est qu'un endroit. Et moi je reste congolais tout de même. Et ça c'était dit de la part d'une personne qui n'a quasiment jamais vécu au Congo, qui n'était pas partie depuis un certain temps, mais qui était tellement attachée à son identité congolaise que tout le reste à côté, c'était rien qu'un contexte. Et ce qui est très intéressant, c'est donc d'analyser ce que la personne vous dit à ce moment-là et tout ce qu'il a dit au cours de l'entretien et de se rendre compte qu'au final, la scolarisation s'est passée en Belgique, les amis se trouvent en Belgique, tout le réseau de sociabilité se trouve en Belgique, il a toujours été en Belgique, mais quand il parle de la Belgique, il va vous dire ce n'est qu'un environnement. Donc ça, c'est assez intéressant du point de vue du divergent de faire absolument cette occultation. Pour le convergent radical, c'est exactement la même chose. Encore une fois, c'était un homme beaucoup plus jeune qui va vous dire, bon, le Congo, bon, moi, je ne suis jamais allée, je ne sais pas à quoi ça ressemble, ou bien plutôt qu'il va vous dire, j'y suis allée, j'ai pas très bien compris pourquoi les gens étaient comme ça. Quand je suis dans la communauté congolaise de Belgique, je ne me retrouve pas. Ils ont une attitude que je ne comprends pas. Vous voyez bien qu'il y a la communauté, il y a lui, et c'est vraiment une relation voilà, où on est très distanciés l'un par rapport à l'autre, avec beaucoup d'incompréhension culturelle. Donc, ça sont des exemples. Comme je vous dis, c'était souvent des hommes, hein, souvent des hommes. Et je crois qu'il y avait, je devais donner un exemple et quoi d'autre? Comment s'exprime cette radicalisation? Donc voilà, pour moi, c'est vraiment de l'occultation, de la distanciation, de l'occultation d'une partie de la personnalité, parce que le divergent oublie tout simplement ou occulte le fait qu'il a toujours été en Belgique, et le convergent occulte tout à fait qu'il a des origines congolaises et même très proches, parce qu'il ne s'agit même pas de ses arrière-grands-parents, il s'agit directement de ses parents. Et il faut savoir que j'ai choisi à dessein
d'interroger des personnes noires. Donc, je pense que quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit bien qu'on a la peau noire, on voit bien qu'on n'est quand même pas, on est belge, certes, mais certainement pas autochtone. Et le convergent a tendance à vraiment occulter cette partie-là de son identité. Donc, pour moi, de manière générale, la radicalisation, c'est l'occultation identitaire, en fait. Mettre une partie de son identité dans le noir. Tout simplement dans le noir et de ne pas vouloir en tenir compte. Ok. J'ai une question en anglais, donc je vais la lire en anglais puis je la traduirai pour tous ceux qui nous suivent. Do you have some idea what the reasons are that the second generation chooses a radical Belgo-Congolese or multicultural identity? Donc, en français, avez-vous une idée des raisons pour lesquelles la deuxième génération choisit une identité radicale belgo-congolaise ou multiculturelle? Alors, ok, je comprends mieux. Radicale belgo-congolaise ou multiculturelle. Alors, la radicalisation, j'aime pas trop le dire comme ça, mais je vais dire les dispositions radicales. Les dispositions identitaires radicales sont pour moi des identités où il y a une difficulté identitaire. Il y a eu une difficulté à un moment. Le divergent, pour moi, a eu une difficulté par rapport à certaines expériences de racisme et de discrimination qui n'ont pas su être gérées ou gérées à temps, si on peut le dire comme ça, ou gérées correctement. Pour le convergent radical, il me semble que s'il va vers cette partie-là, c'est plutôt parce que il y a eu un défaut de transmission culturelle des parents aux enfants. Pour la disposition belgo-congolaise, a priori, n'est pas une disposition très difficile. Elle est assez aisée, puisqu'il suffit juste de prendre de part et d'autre selon le contexte. Et là, ça va vraiment dépendre de la personnalité de l'individu qui va pouvoir soit mettre en avant ses origines, soit le milieu. Je vais essayer, avec mon anglais rudimentaire, de répondre en anglais. So, some people choose to be radical in a Congolese way. Sometimes I think it's because they don't handle the racism problem early enough or correctly. Let's say it like this. For those who choose the radical side in a very Belgian way, if I can say it like this, it's because, for me, it's because they don't they have a problem. They had a problem with the cultural transmission from the parents to the children, and the Belgian Congolese identity construction, for me, is the easiest one, because you just need to pick something here and there linked with the context. It's not so difficult for people, but depends there. It will depend on how you define your identity, how you define yourself. If you define yourself more linked with the Congo, you are going to be to have a Belgian Congolese identity construction divergent one, and you are going to be a convergent if the fact of being linked with the environment is very important to you. So it depends on the context. Thank you. Prochaine question. Y a-t-il de grandes différences de profil entre ceux qui vont parfois au Congo et ceux qui n'y sont jamais allés? Oui, parce qu'il y a certainement une vision du Congo qui est plus évidente. Mais encore une fois, pour moi, la socialisation primaire, elle place sur l'individu des espèces de lunettes identitaires qui donnent une perspective très différente. Vous voyez, une personne peut aller au Congo et dire, voilà, je ne connaissais pas le Congo, je n'avais aucune idée. Arriver au Congo, j'ai eu des informateurs comme ça, arriver au Congo et dire, bah, c'est super, c'est vraiment intéressant, je trouve
plusieurs éléments. Il y en a qui m'ont dit j'ai retrouvé ma famille, j'ai appris ce que c'était de vivre là-bas, j'ai compris quels étaient les enjeux. Et puis, il y en a qui vont arriver et qui vont dire, mon Dieu, mais dans quoi est-ce que je suis tombée? Je ne comprends pas pourquoi les gens agissent comme ça, je ne comprends pas pourquoi la vie se passe comme ça. Et en vérité, ça dépend vraiment du milieu de socialisation primaire. Si le parent passe énormément de temps à dire à son enfant, tu peux pas aller au Congo. Le Congo, c'est très difficile. Le Congo, il y a, enfin, peut-être très légitimement, de dire il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de santé, etc. Ça va effectivement créer une personne qui sera très frileuse par rapport au Congo et qui va certainement avoir peur, et qui va arriver avec beaucoup d'appréhension par rapport au pays. Donc, c'est pas sûr que ça puisse donner une personne qui s'adapte et qui essaye de voir ce qu'il peut trouver de bon là-dedans. Si par contre, le parent il y a des parents qui amènent régulièrement leurs enfants au Congo, qui disent, ben voilà, on va durant les vacances, etc. Ça peut créer une vision plus positive lorsqu'on arrive, des capacités plus promptes à s'adapter, à vraiment faire un effort pour connaître l'environnement, les personnes, etc. Donc, je pense que ça dépend beaucoup plus de l'environnement, du jeune, mais surtout de son environnement de socialisation primaire. Ça dépend beaucoup des informations que les parents ont données avant le voyage. Ok. Je vais regrouper 2 questions qui abordent la question du genre. Donc, la première, c'est donc vous semblez indiquer que les femmes seraient moins radicales que les hommes. Pourquoi, selon vous? Et la deuxième, qui dit, vous avez mentionné au début de votre exposé que, en général, les femmes ont un accès plus facile au marché du travail. Quelles seraient les raisons pour cela? C'est pas tout à fait les mêmes questions, mais voilà, je les regroupe. Donc, il y a le fait d'être radical et l'insertion socio-professionnelle, c'est ça. Ouais. Alors, pour le radical, je n'ai pas eu de... Alors, en vérité, les deux questions sont liées. Je vais expliquer pourquoi. Elles sont liées parce que c'est justement cette insertion socio-professionnelle qui pose problème. Si vous vous rappelez ce que je disais sur l'histoire de l'immigration congolaise en Belgique, donc c'est premièrement une immigration estudiantine. C'est-à-dire que en première réelle vague, parce que durant la colonisation, ce n'était pas vraiment une vague, durant la première vague, on a des personnes qui ont un niveau d'instruction particulièrement élevé. Ces personnes doivent rester à un moment ou à un autre parce que la sécurité ou le milieu politique n'est pas satisfaisant pour eux. Donc, ils finissent par rester en Belgique. Mais ils ne trouvent pas forcément les niveaux d'emploi auxquels ils étaient censés prétendre en repartant au Congo. Et ces personnes de niveau élevé qui ne se sont pas retrouvées professionnellement, ce sont des hommes. Généralement, leurs femmes accompagnaient dans le voyage, elles accompagnaient, mais elles ne faisaient qu'accompagner. Elles ont été obligées à un moment ou à un autre de prendre des emplois, même des emplois les plus précaires qui soient, parce qu'elles devaient aider la famille. Et donc, elles n'ont pas beaucoup rechigné sur le travail à prendre. Souvent, quand on regarde, et c'est un résultat qui sort de mon étude, ce sont des femmes qui avaient des niveaux vraiment un niveau d'instruction en tout cas plus bas que celui que de leur mari. Donc, a priori, elles n'auraient pas pu prétendre à plus, mais elles ont quand même eu ces niveaux cette insertion socio-professionnelle. Et puis, elles ont continué à évoluer. Je veux dire, elles venaient déjà avec moins d'a priori, elles venaient déjà avec moins on va se dire, elles ne voulaient, oui, elles n'étaient pas venues pour prétendre à quelque chose. Donc, elles ont eu l'emploi qu'elles devaient avoir, puis elles ont continué à évoluer, Il n'y a pas de ressentiment. Par contre, chez les hommes, c'est pas la même chose. Il y a eu beaucoup plus de ressentiment au niveau masculin parce qu'ils étaient censés accéder à des postes beaucoup plus élevés qu'ils n'ont pas eu en général. Donc, ce ressenti-là, à mon sens, il a été passé des pères à leurs fils. Et évolution socio-professionnelle, elle est passée des mères aux filles. Donc, au final, on se retrouve effectivement avec des femmes qui ont eu beaucoup plus de facilité à se fondre dans la masse, à chercher de l'emploi, à voguer en fait au milieu de l'environnement socio-professionnel belge.
et des hommes qui restent avec un ressenti assez important parce qu'ils étaient censés prétendre à plus et qu'ils n'y sont pas arrivés. Donc, il me semble que dans ces conditions-là, il y a beaucoup de chances que ça donne chez les hommes lieu à des dispositions identitaires beaucoup plus radicales et chez les femmes des dispositions beaucoup plus multiculturelles parce qu'elles sont, voilà, en définitive. Ouais. Ok. Alors, il y a encore quelques petites questions, mais je vais devoir clôturer ici. Je vais en poser une dernière pour clôturer. Et la question, c'est, et vous-même, dans quel profil vous situez-vous? Moi-même, alors moi je suis congolaise, je suis de nationalité congolaise, j'ai été socialisée au Congo, donc a priori j'ai une tendance divergente assez importante, certainement pas conflictuelle, sinon je n'aurais pas fait un travail en interculturel, mais une disposition divergente qui est bien présente, j'ai bien conscience de mes origines et elles me tiennent énormément à cœur. Maintenant, j'ai aussi, par ma naissance, par mon histoire personnelle et familiale, des attaches en Belgique particulièrement et dans le monde, ce que moi j'appelle le monde occidental, qui sont claires, qui sont évidentes, des attaches que j'assume énormément, que j'intègre aussi à ma personnalité. Et donc au final, je pense que je me situe probablement dans une... Je ne suis pas dans une identité belgo-congolaise parce que je suis congolaise, mais ça pourrait être rattaché à une identité belgo-congolaise divergente. Parfait. Merci beaucoup, Priscilla. Je vais juste encore signaler que Priscilla fait un documentaire d'une vingtaine de minutes qui est sur YouTube. Donc, je vais mettre le lien dans le chat. Mais voilà, Priscilla, je ne sais pas si tu veux en parler, nous dire 2-3 mots, mais... Oui, bah, c'est un documentaire sur les activités transnationales que j'ai réalisé avec BIPAX, avec Nicolas Rousseau de BIPAX, et qui est aussi assez intéressant puisqu'il il aborde beaucoup la question des interstices dont je parlais tantôt, de l'entre-deux, du fait d'être entre vraiment les deux pays, entre la Belgique et le Congo. Et donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder et surtout à mettre des commentaires parce que je suis très avide de connaître un peu votre idée en fait sur ce qui a été réalisé. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, ben je vais devoir clôturer ici malheureusement. Je remercie encore une fois Priscilla et je vous remercie à vous tous d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à la prochaine fois. Le prochain, on en organise un le 1er novembre, c'est un dimanche, à l'occasion de la nouvelle exposition temporaire. On attend en fait les mesures du gouvernement pour le secteur culturel qui devrait tomber demain. Et donc, on vous tiendra au courant si ce sera soit au musée, soit en webinaire. Mais voilà, on vous tient au courant. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.